Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 23. Nous sommes le mardi 4 octobre 2016, il est 15 h et pendant 1 heure je vais répondre aux questions des membres plus en direct. Donc de 15 h à 16 h. Si vous n'êtes pas membre plus, eh bien vous aurez la possibilité de regarder les retransmissions et avoir accès aux retranscriptions. Pour ce faire, il vous suffit simplement de vous rendre sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, le lien se trouvera sous la description. Et ensuite, eh bien, lorsque vous arrivez sur l'accueil du site, vous allez pouvoir vous inscrire en mettant votre prénom ici, votre adresse email et en cliquant sur oui, je veux m'inscrire et vous aurez accès non seulement donc aux retransmissions des demandes à Cédric comme vous pouvez le voir maintenant, mais également à un grand nombre de vidéos que je vous offre. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pourrez devenir membre mini, membre actif ou membre plus si vous souhaitez assister à ces directs et pouvoir poser vos questions. Allez, maintenant que cette petite annonce est faite, on peut démarrer normalement, et surtout que j'avais pas partagé mon écran, mais ça n'est pas grave, puisque l'écran de la retransmission sera là à la prochaine. Allez, on va pouvoir démarrer. Alors, bonjour Denis, bonjour Alexandra, bonjour Morissette, tout est ok, c'est parfait. Alors, bonjour Yves, alors bonjour Cédric, j'ai monté mon PC il y a 2 ans. Les températures ne vont pas au-delà de 30 degrés. Faut-il changer la pâte thermique ? Alors, c'est une bonne question Yves, une question un petit peu technique, mais pas de problème. C'est une question à laquelle je vais pouvoir répondre. Alors, la pâte thermique, pour les personnes qui ne savent pas, c'est une pâte qui se met entre le processeur et le ventirad. Le ventirad étant la partie ventilateur-radiateur. Donc, je vais vous montrer, je vais essayer de trouver une image directement sur Google. Donc, processeur, ventirad. Je vais voir si je trouve des images pour pouvoir montrer aux personnes qui ne connaissent pas. J'aurais bien aimé trouver une photo où on voit à la fois le processeur et à la fois le ventirad à côté, ce qui ne va pas être le cas. Alors je vais montrer ça en 2 temps. Donc je vais faire carte mère, processeur. Voilà, pas du tout processure, mais on devrait trouver. Je vais faire en sorte que les outils taille supérieure à 2000, voilà. Et donc en théorie, on devrait avoir une carte mère avec le processeur, en tout cas je l'espère. Celle-ci, ça doit être bon. Alors, ce à quoi fait allusion Yves, c'est que sur votre carte mère, c'est-à-dire sur l'élément principal de votre ordinateur, vous avez le processeur qui se trouve ici, et en fait qui est encapsulé, enfin que l'on rajoute sur la carte mère. Et entre ce processeur et le ventilateur qui va le coiffer, c'est-à-dire qui va venir dessus, eh bien, il faut mettre ce que l'on appelle de la pâte thermique. Donc la pâte thermique, c'est tout simplement un composant qui permet de faire le lien entre le ventilateur-radiateur et le processeur pour avoir un meilleur refroidissement. C'est un conducteur. Donc pour répondre à votre question, Yves, si les températures sont correctes, 30 degrés, il n'y a aucun souci par rapport à ça, eh bien, il est inutile de changer votre pâte thermique. Si toutefois, eh bien, vous avez l'opportunité soit de changer de processeur, soit d'ouvrir votre ordinateur et de vous dire que vous avez vraiment envie de le faire, dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Mais là, comme les températures sont bonnes, il n'y a aucune raison d'en changer. La pâte thermique, en général, ça dure. Et puis, surtout, vous n'êtes pas dans des fourchettes qui sont moyennes, hautes, et dans ce cas-là, voilà, il n'y a pas de souci. La pâte thermique doit faire son office, ou vous êtes bien ventilé, ou quoi que ce soit. Donc il est inutile de le faire. Si vous avez l'opportunité un jour, vous pourrez le faire parce que c'est toujours amusant d'apprendre à le faire, comme je le montre dans la formation sur le montage du PC. Mais voilà, il n'y a aucune obligation à cela. Voilà Yves. Alors, Luigi, bonjour Cédric. Est-ce que je peux le savoir si Instant Go est intégré à mon ordinateur dans les paramètres ou dans un autre dossier de mon PC Windows 10 ? Alors, qu'est-ce que Instant Go ? Je ne le sais pas. On va essayer de regarder sur Google ce qu'est Instant Go pour savoir que je puisse éventuellement vous orienter. Je vais essayer de bien l'orthographier, ça permettra
Instant Go. Instant Go. Alors, est-ce que la fonctionnalité de Windows qui change la vie de votre... Alors, on va regarder, voir un petit peu ce que c'est. Alors là, le site, il a l'air de ramer un peu. Microsoft. Alors, peut-on installer Instant Go sur le PC afin que les alarmes sonnent lorsque le PC est en veille? Alors, votre question, c'est: bonjour Cédric, qu'est-ce que je peux le savoir si Instant Go est intégré à mon ordinateur dans les paramètres ou dans un autre dossier de mon Windows 10? Alors, Instant Go, on va chercher. Alors, pour ce faire, je clique sur le menu démarrer, je commence à taper les premières lettres. Instant Go. Apparemment, ce n'est pas intégré, donc ça doit être un logiciel supplémentaire, puisque apparemment il n'est pas intégré d'origine à Windows 10. Et là, en regardant de droite à gauche sur le site de Microsoft, j'ai découvert que mes alarmes ne sonnaient jamais lorsque mon PC se met en veille, car il faut Instant Go d'installer dessus. Or, dans les recherches, dans le Windows Store, je ne trouve nulle part. Est-il possible d'installer par nous-mêmes? Si oui, où le trouver? Alors, si votre PC ne possède pas Instant Go dans Windows 8 ou Windows 8 RT, ce n'est pas possible de l'ajouter comme une fonctionnalité. Instant Go est intégré dans le matériel et le système d'exploitation. Ce sont les constructeurs du matériel qui décident quels sont les systèmes qu'ils veulent mettre en place avec cette fonctionnalité. Vous pouvez déterminer si votre appareil prend en charge Instant Go en consultant le site web de son fabricant. Alors, j'avais cliqué ici, est-ce que ça avait... Alors là, non, c'est encore autre chose. Apparemment, c'est sur Windows 8. Donc là, Microsoft vient de détailler un peu plus le fonctionnement de Instant Go introduite avec Windows 8.1. Celle-ci est une fonctionnalité de veille particulière qui permet à un appareil mobile, tablette ou ordinateur, de mettre à jour certaines informations, comme les mails, alors qu'il est en veille. Instant Go nécessite une configuration particulière pour fonctionner. Il ressemble beaucoup à la veille Power. Voilà. Donc, je ne saurais pas répondre à votre question. Apparemment, donc la fonctionnalité Instant Go, comme je viens de le lire, permet que vous ayez des notifications même si votre ordinateur est en veille. Je ne saurais pas. Là, je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas vous dire. Surtout que je ne vois pas vraiment d'endroit où, si en tapant Instant Go en théorie, on devrait tomber sur le site du constructeur, ou soit c'était une fonctionnalité qui était intégrée à Windows 8.1 et peut-être qu'elle a été abandonnée sur Windows 10. Instant Go Power State in Windows 10. Alors, est-ce qu'ils en disent quelque chose de plus ici ? Donc là, il parle que de Windows 8.1 et donc je ne sais pas si ça a été remis dans Windows 10. Donc Luigi, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question, si ce n'est que je ne vois pas d'informations qui soient pertinentes quant à la... Alors on peut éventuellement chercher Instant Go Windows 10 pour voir si on va avoir des informations. Comment est-ce que je peux avoir Instant Go dans Windows 10 ? Donc Instant Go est une fonctionnalité matérielle qui est installée par le fabricant du matériel. Alors, donc là, il donne la procédure en fait pour savoir si Instant Go est disponible sur votre ordinateur. Donc il faut faire un clic droit sur le menu démarrer et sélectionner la commande admin. Donc vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous allez dans invite de commande en mode administrateur. Voilà, vous allez obtenir quelque chose dans ce genre-là. Et ensuite, vous tapez la ligne suivante, donc power, P-O-W-E-R, CFG, /A, et vous appuyez sur la touche entrée. Et donc,
if the result shows standby connected. Alors, donc si le résultat standby, donc ça doit être la veille je suppose. Alors, si le résultat montre veille, standby ça doit être la veille, et donc il doit y avoir marqué connecté. Moi il y a marqué S3. Donc je pense que Instant Go n'est pas installé sur mon ordinateur. The system firmware does not support. Alors, if it shows connected, c'est quoi la différence entre standby et connected? C'est la même chose. Vous pouvez essayer ça et voir s'il y a marqué connected, mais parce que là, soit il s'est trompé, ou soit il y a quelque chose que je comprends pas, parce que là, c'est apparemment la même chose. Si standby montre connected, vous avez un stand go. Ah non, d'accord. Il faudrait qu'il y ait marqué is available, est disponible. Bon, j'avoue que là, je ne comprends pas bien la réponse. Donc lui, il a connecté et lui, il a S3. Donc moi, standby S3, ça doit être un peu ça, veille. Donc là, à mon avis... Donc S3, regular sleep in RAM. Donc si vous avez S3, ce n'est pas Instant Go, mais l'ancienne version. Donc ça doit aussi dépendre de votre carte mère apparemment. Je ne sais pas. Ou des fonctionnalités CFG. Je ne saurais pas vous en dire plus là, Luigi, par rapport à tout ça. J'espère que voilà, vous pouvez tester avec la commande pour voir si vous ce que vous avez de votre côté. Et voilà, mais ça ne me parle pas du tout. Vous pouvez aussi désactiver la veille, ce qui vous permettra d'avoir vos notifications. Alors, Robert, bonjour Cédric, je suis sous Windows 7. Mon deuxième disque dur de 1 Tera est plein, mais ce qui prend plus de place, c'est la sauvegarde des fichiers des données, environ 850 Go, soit une première sauvegarde de 500 Go et une deuxième de 350 Go. Pour libérer de la place, il faudrait que je supprime la sauvegarde la plus ancienne. Mais dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi elle est plus lourde que la suivante. Quel genre de fichier c'est, car j'hésite à supprimer. Je ne sais pas ce que je supprime. Je voudrais comprendre le système de sauvegarde, qui fait quoi et comment. Alors Robert, là malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup par rapport à ça, pour la bonne et simple raison que je n'utilise pas le système de sauvegarde de Windows. Je vais faire bien sûr une formation sur les sauvegardes complètes, donc je vais parler des sauvegardes de Windows, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Moi je fais mes sauvegardes avec Acronis True Image, qui est un très bon logiciel pour faire des sauvegardes programmées ou des clones de disques ou ce genre de choses. Donc c'est un logiciel qui est payant, il n'est pas très cher, il me semble que ça vaut 49 € à payer une fois, et il est vraiment très performant. Après, pour ce qui est de votre sauvegarde, moi ce qui m'ennuie, c'est que si vous avez deux fichiers, il y a plusieurs possibilités en fait, si vous voulez. Votre sauvegarde fait 500 Go. Ce qui me surprend un peu, c'est que j'aimerais connaître la taille de votre premier disque dur. Donc mon deuxième disque dur, 1 Tera est plein. Parce que en théorie, si Windows donc a fait une sauvegarde intégrale de votre disque, c'est que votre premier disque avait un certain nombre de choses dessus. Donc si par exemple, lors de la première sauvegarde, il a fait 500 Go parce que vous aviez énormément de choses, et qu'entre la première sauvegarde qu'il a réalisée et la seconde, eh bien vous avez supprimé des choses de votre ordinateur, peut-être vous avez enlevé des films, peut-être que vous avez enlevé de la musique, peut-être vous avez désinstallé des programmes, peut-être que vous avez fait un grand nettoyage, et donc la
la première fois que vous avez fait votre sauvegarde, elle faisait 500 Go, vous avez fait tout ce nettoyage sur votre disque numéro 1, et quand il a fait la seconde sauvegarde, eh bien la seconde sauvegarde ne faisait que 350 Go. Donc ça, c'est une première hypothèse, et si cette hypothèse se vérifie, ça voudrait dire, si par exemple vous savez que vous avez supprimé beaucoup de choses, eh bien ça voudrait dire que vous pourrez supprimer votre fichier le plus ancien pour garder votre sauvegarde la plus récente de 350 Go. Mais la seconde hypothèse, c'est que la première sauvegarde qui a été réalisée, qui faisait 500 Go, est la sauvegarde initiale, et ensuite il a fait des sauvegardes incrémentielles, c'est-à-dire il n'a sauvegardé que la différence entre la première et la deuxième. Et dans ce cas-là, si vous supprimez la première, j'ai peur que vous ne puissiez plus faire de restauration si vous avez le moindre problème. Donc il faudrait savoir par rapport à votre disque numéro 1, quelle est sa taille globale, ce que vous avez dessus et combien ça pèse au total. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est faire Windows E pour avoir donc l'affichage de votre explorateur, et sur votre premier disque faire un clic droit et choisir propriété. À partir de là, vous allez voir que vous avez un espace utilisé et un espace libre. Donc si par exemple vous avez, on va dire, un disque qui fait 2 Tera au total et que votre espace utilisé est de 850 Go par exemple, eh bien vous comprendrez que la sauvegarde initiale faisait 500 et lui il a rajouté les 350. Après, c'est pas toujours le chiffre exact que vous retrouvez dans les sauvegardes, parce qu'il y a des systèmes de compression qui font que la sauvegarde est beaucoup plus légère que le disque original. Par exemple, moi j'ai fait là mon SSD, il y a 77 Go d'utilisé, et si je regarde la dernière sauvegarde qui a été faite, qui doit normalement se trouver par là, en théorie, on va regarder. Donc c'est une sauvegarde que j'ai faite donc avec le logiciel TrueImage Acronis, qui doit être installé sur mon ordinateur. Donc peut-être mes PC, mon PC principal, voilà, ça doit être ça. Ça date du 22/9, ça doit être quelque chose comme ça. Et donc la sauvegarde, vous voyez, elle fait 53 Go, on le voit ici, alors que mon disque dur est encombré à 77 Go. Donc il y a 22 Go qui ont été compressés. Ma sauvegarde, c'est une sauvegarde qui faisait 77 et le logiciel a compressé, donc elle ne fait plus que 50. Donc il faut que vous regardiez ça de votre côté, donc sur votre disque dur principal, voir un petit peu ce que vous avez comme espace utilisé, et ça vous permettra de voir. Si par exemple ici on va dire vous avez 400 Go d'espace utilisé, la sauvegarde de 350 Go doit être la bonne, et celle de 500 ça devait être une initiale dans laquelle vous aviez beaucoup plus de choses que vous avez supprimées au passage. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus malheureusement parce que je ne connais pas le système des sauvegardes de Windows, puisque comme je vous le disais initialement, je ne l'utilise pas. Je m'y pencherai lorsque je ferai la formation sur tout sauvegarder évidemment, puisque j'utiliserai les sauvegardes intégrées à Windows pour ne pas avoir acheté ce logiciel que moi j'ai acheté. Je parlerai aussi de ce logiciel là, mais en tout cas, voilà, vous pouvez regarder dans cette direction, Robert, et voir un petit peu, ce que vous pouvez en déduire par rapport à ce que je viens de vous dire. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas, vous ajoutez des compléments dans cette directement ici. Alors, Robert, Pierre. J'essaye de ne rien oublier puisqu'il y a eu des sauts. Alors Pierre, bonjour Cédric, bonjour à tous. J'ai un nouvel ordi, 3 mois d'activité, avec Windows 10 et en interne un SSD, rempli actuellement à 75%, plus un disque dur pratiquement vide à 3% de remplissage. Je ne suis pas intervenu jusqu'à présent. Dois-je intervenir? Si oui, comment? Ou laisser Windows 10 gérer cela? Merci. Alors là, Pierre, votre cas est un petit peu différent des autres. C'est-à-dire que vous avez, un petit peu comme je vais vous montrer ici, vous avez un SSD qui se trouve ici et qui est rempli à 75%. Et un second disque qui, lui, est rempli à 3%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que votre ordinateur est équipé de 2 disques, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le premier, il est bientôt arrivé à saturation. Alors 75%, ça veut pas dire qu'il est à saturation, tout va bien, il vous reste 25% d'espace. Enfin, l'idéal, ce serait de ne pas dépasser quand même les 85%. Après, c'est un petit peu plus ennuyeux. Enfin, c'est plus ennuyeux surtout pour un disque dur que pour un SSD, mais en tout cas, voilà. Donc,
Ce qu'il faut savoir, c'est que les choses se sont rangées sur votre disque C, puisque c'est là qu'elles se rangent par défaut. C'est-à-dire, vous avez donc vos documents, vous avez votre musique, vous avez vos films, vous avez vos images, vous avez ce qui se télécharge, vous avez vos programmes. Donc tout s'installe sur C, puisque Microsoft et les logiciels, lorsqu'ils s'installent par défaut dans le dossier Programme File. Et vous, lorsque vous avez stocké un certain nombre de choses, j'imagine que c'est arrivé dans vos dossiers personnels, que sont documents, images, musique, films, etc. Donc, ce que vous allez pouvoir faire si vous le souhaitez, c'est changer la destination du disque. Donc, si je ne vous conseille pas de le faire, par exemple, avec vos documents, je ne le conseille pas non plus forcément avec les images, encore que c'est pas impossible. Mais l'objectif, c'est de lui dire, si vous voulez gagner de l'espace, vous regardez celui qui est le plus encombré. Donc, pour ce faire, vous pouvez donc vous rendre sur votre disque local C. Ensuite, vous cliquez sur Utilisateur. À partir du moment où vous allez cliquer sur Utilisateur, vous allez avoir votre nom d'utilisateur. Donc, moi ici, c'est C#. Vous aurez votre nom d'utilisateur. Alors, je ne sais pas si en faisant Windows Pause, vous avez votre nom d'utilisateur. Non. Enfin, ce n'est ni administrateur ni public, c'est le nom que vous lui avez donné initialement. Alors peut-être ce n'est pas vous qui l'avez donné, et auquel cas ça porte la marque de votre ordinateur, si vous avez acheté un HP, ce genre de choses. Donc vous cliquez sur votre nom d'utilisateur, et à partir de là, vous allez arriver donc dans les bibliothèques de votre utilisateur, et vous allez avoir la possibilité de regarder le poids. Donc comment vous faites un clic droit sur ce sur quoi vous voulez connaître l'information, vous choisissez propriétés, et là eh bien il va vous dire quel est l'espace occupé. Donc par exemple dans mes documents j'ai 5,37 mégaoctets d'utilisés. Donc là on est d'accord, c'est vraiment rien. Dans images, il me semble que j'ai pas grand chose non plus. Là j'ai encore moins, puisque mes images ne sont pas stockées sur mon disque C. Donc là j'ai rien. Je peux continuer avec les vidéos, mais j'en ai pas non plus, je crois, de stocker. Voilà, 34 mégas, c'est rien. Donc il va falloir que vous puissiez déterminer en fait quel est, si vous voulez, quel est le dossier qui pèse le plus. Donc si vous avez des vidéos, des films et tout ça, c'est sûrement dans vidéo. Si vous avez beaucoup d'images, c'est dans images. En général, les documents ne pèsent pas beaucoup, sauf si vous avez rangé dans vos documents des images et des vidéos. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez déterminé quel est le dossier le plus lourd, et si vous souhaitez faire en sorte que les vidéos soient désormais sur un autre disque, vous allez avoir la possibilité d'effectuer un clic droit, de choisir propriété, et à partir de là, vous allez pouvoir changer le dossier de destination. Donc moi, eh bien, on s'aperçoit que mon dossier vidéo est rangé ici dans utilisateur C#, et je vais avoir la possibilité, en théorie, je sais, dans emplacement, voilà, il est rangé à cet endroit-là, c'est à cet endroit-là que je viens de le consulter, dans emplacement, et là je vais pouvoir choisir déplacer. Donc je vais choisir déplacer, et là je vais pouvoir choisir mon second disque dur. Donc vous rentrez dans ce PC, et là vous aurez vos autres disques durs. Donc je peux double-cliquer ici sur vidéo, et avoir, par exemple, créé un nouveau dossier que je vais appeler vidéo, puisqu'il s'agit de mes vidéos. Et une fois que j'ai créé ce dossier, je le sélectionne, et je choisis ici sélectionner un dossier. Et là, lorsque je vais cliquer sur OK, je ne vais pas le faire ici parce que j'ai pas envie de changer mon répertoire vidéo, mais quand je vais cliquer sur OK, il va me demander si je veux déplacer le répertoire du répertoire initial vers des vidéos. Et dans ce cas-là, eh bien, ça va me libérer l'intégralité de l'espace de mes vidéos. Il va le déplacer sur mon second disque dur, donc vous dans votre disque dur qui est occupé à 3%. Et à partir de là, eh bien, ça vous permettra de libérer de l'espace sur votre SSD. Donc là, je vais faire annuler, mais vous avez compris le principe. Alors, une précision supplémentaire, une fois que vous avez réalisé ces manipulations, et je tiens à ça depuis toujours, sachez que le fait de les déplacer sur le second disque dur ne fait lieu en aucun cas d'une sauvegarde. Donc si votre SSD est encombré à 75%, il faut voir aussi quelle est sa taille initiale, parce que c'est vrai que si vous avez un SSD qui fait 120 Go, ça a tendance à se remplir plus rapidement. D'ailleurs, vous voyez, le mien, comme on a vu tout à l'heure, est encombré à 77 Go. Donc si j'avais un disque dur de 120 Go, eh bien il serait déjà occupé. Donc le mien fait 230 Go. Donc il me reste 150 Go de libre. Mais donc en fonction de la taille de votre disque, il sera plus ou moins rapidement encombré, évidemment.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc si vous déplacez votre dossier vidéo sur D, il faudra que vous soyez vigilant. Ce ne sont pas des sauvegardes, c'est juste un déplacement de fichier. Ça ne doit en aucun cas vous empêcher de faire des sauvegardes. Donc si votre disque dur C est encombré, enfin pas encombré, mais l'espace est occupé, comme vous le mentionnez, il faut que vous pensiez aussi à faire des sauvegardes, pas forcément pour libérer de l'espace, mais pour faire des sauvegardes. Ça veut dire que vous avez des choses dessus et qu'il faut que vous puissiez avoir des sauvegardes de vos documents. Donc vos documents, votre musique, vos films, vos photos, les choses que vous risquez de perdre si toutefois votre disque dur tombe en panne. Donc vous faites des sauvegardes et vous avez aussi cette possibilité de déplacer les dossiers d'origine. Ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien ça veut dire que lorsque je vais ouvrir mon explorateur, si j'avais effectué la modification de tout à l'heure, quand je double-clique ici sur vidéo, eh bien j'arriverai, au lieu d'arriver sur C, comme on a vu C utilisateur, votre nom d'utilisateur, eh bien vous arriveriez sur D. Voilà, il ouvrirait le disque D. Donc c'est quelque chose de transparent pour l'utilisateur, c'est-à-dire pour vous, le fait de le déplacer par pardonnez-moi, par la façon dont je viens de vous l'indiquer. Donc surtout, je ne sais pas si ça marche en faisant ici clic droit, emplacement, ça marche aussi ici. Bon. Mais le mieux, c'est d'aller dans le disque local, d'aller dans utilisateur, d'aller dans votre nom d'utilisateur, parce que là, vous êtes sûr que ce sont les dossiers originaux et pas des bibliothèques ou des raccourcis de ce... Voilà, vous êtes sûr d'être au bon endroit, de l'endroit où sont stockées les choses. Après, si toutefois, dans documents, images, vidéos, musique, vous avez rien qui pèse, eh bien, ça doit être vos programmes qui encombrent votre SSD. Donc, si toutefois, eh bien, vous n'avez rien de personnel et que vous avez déjà tout cet emplacement de prix, et bien dans ce cas-là, il faudra d'ores et déjà déplacer les dossiers pour que quand vous allez ajouter des photos ou quand vous allez ajouter de la vidéo ou de la musique, ça aille directement sur D, parce que ça veut dire que votre disque dur, sinon, va vite se remplir et risque de poser, pas forcément de poser problème, mais ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Voilà Pierre, j'espère que j'ai été suffisamment précis dans ma réponse. Si toutefois j'ai été un petit peu rapide, ce qui est le cas, parce que c'est vrai que quand je connais les manipulations, je réfléchis pas trop et j'y vais. Vous pourrez regarder la transmission, vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez ralentir la vitesse d'exécution. Bref, il y a un certain nombre d'options qui vous permettront de revoir les manipulations que je viens de réaliser. Voilà Pierre. Alors... Donc pour répondre à votre question, ce n'est pas Windows qui va s'occuper de tout ça, c'est vous qui devez le faire manuellement. Jean-Pierre, bonjour Jean-Pierre, est-ce que quelqu'un a reçu comme moi un mail avec proposition de prêt à taux échelonnant de Madame Monique Ventre avec en tête Fia Cédric, rien à voir avec notre style. Alors Jean-Pierre, j'ai un ami là qui m'a dit la même chose. Alors ce qui me surprend là, c'est que vous l'ayez reçu par mail. Alors donc cette personne qui s'est fait pirater, Monique, je vais pas donner son nom de famille parce qu'à la fois je m'en souviens plus, et en plus bon voilà, c'est une personne qui s'est fait pirater son compte Facebook apparemment. Donc l'ami qui m'a envoyé le mail, qui m'a envoyé le texto pour me dire qu'il avait eu ce souci-là, c'était pour me dire qu'il l'avait reçu sur Facebook. Alors après, si vous l'avez reçu par mail, c'est un petit peu plus inquiétant parce que je ne vois pas comment cette personne pourrait accéder à vos mails. Donc ça, c'est un peu problématique que vous puissiez l'avoir reçu par mail. Je ne sais pas comment. Donc, si vous pouvez me confirmer ça, Jean-Pierre, que c'est bien par mail que vous l'avez reçu et non pas sur Facebook que vous l'avez vu, j'aimerais bien que vous puissiez me transférer le mail si vous ne l'avez pas encore supprimé pour que je puisse voir un peu les tenants et les aboutissants, d'où vient le mail, voilà. Parce que c'est un peu embêtant que quelqu'un se fasse passer pour moi en ayant vos adresses. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Que quelqu'un se fasse passer pour moi, c'est pas impossible. Pour la bonne et simple raison, eh bien que voilà, quand vous allez créer votre adresse email, rien ne vous empêche dans l'intitulé de mettre Fia Cédric, surtout si vous l'envoyez à partir d'un ordinateur. Vous pouvez configurer le nom que vous souhaitez. Je pourrais mettre Toto et vous recevriez un mail de Toto. Donc là, par rapport à ça, c'est quelque chose qui peut être fait.
En revanche, si il a vos adresses, eh bien, ça peut être quelqu'un qui regarde sur Google+ et qui regarde votre nom et qui voit éventuellement votre adresse email, mais il me semblait pas qu'on pouvait voir l'adresse email par cet intermédiaire-là. Donc voilà, Jean-Pierre, si toutefois vous avez, donc c'est absolument pas moi qui ai envoyé ce mail, si toutefois vous avez encore ce mail, n'hésitez pas à me l'envoyer. Donc vous pouvez vous rendre sur l'accueil de l'espace membre et choisir contact. Pas du tout contact. Là, à partir de là, vous verrez l'adresse à laquelle vous pouvez me l'envoyer. Mais c'est vrai que c'est un peu ennuyeux. Je regarderai un petit peu ça pour essayer de comprendre ce qui se passe. Merci Jean-Pierre en tout cas de l'avoir notifié. Alors, Tania, bonjour Cédric, bonjour à tous. Est-ce vrai que l'on peut augmenter la mémoire de son ordinateur avec une clé USB ou une carte mémoire? Cliquez sur Propriétés et ensuite sur ReadyBoost. Merci Tania. Alors, c'est en effet possible, Tania, de réaliser cette manipulation. Alors, le ReadyBoost, c'est pas pour augmenter sa mémoire, je pense, c'est pour que votre ordinateur démarre plus vite. Après, en fonction de la capacité mémoire que vous avez, donc ça vous pouvez le voir soit avec SPICY, soit directement en tapant la touche Windows Pause. Donc en faisant Windows Pause, vous avez donc la quantité de mémoire qui est installée sur votre ordinateur. Vous avez également la possibilité d'effectuer un clic droit dans la barre des tâches en dehors de toute icône et de choisir Gestionnaire des tâches. À partir de là, vous verrez dans performance l'état de votre mémoire, à quel pourcentage elle est utilisée. Vous voyez ici, moi on voit que 50% de ma mémoire est utilisée. Et ensuite, vous avez également donc la possibilité avec SPICY, l'excellent logiciel que nous a recommandé Mario, eh bien, de voir la quantité de mémoire que vous avez ici. Donc c'est plus simple de faire Windows Pause juste pour la mémoire, mais quand vous cliquez sur RAM ici, vous avez beaucoup plus d'informations sur la mémoire, et notamment savoir si les emplacements sont pris. Donc on s'aperçoit ici que moi j'ai 4 slots de mémoire et qui sont tous les 4 pris par des barrettes qui doivent faire 2 Go je suppose, puisque au total j'ai 8 et que mes 4 emplacements sont pris. C'est à peu près les seules mathématiques que je peux faire de tête. 4 x 2. Alors, donc, vous pouvez voir ça, et à partir de là, eh bien, ça vous permettra de voir si vous avez suffisamment de mémoire. Ensuite, le ReadyBoost, comme je vous le disais, c'est certainement pour booster le démarrage de votre ordinateur. Et là, à mon avis, je vous déconseille de l'utiliser pour la bonne et simple raison que je ne sais pas si ça fonctionne quand même si vous enlevez la clé USB, et que les clés USB, tout du moins celles qu'on achète à bas prix, n'ont pas des performances exceptionnelles. Donc il vaut mieux rajouter de la mémoire vive si vous pensez que vous n'en avez pas assez, ou alors il faut mieux carrément, si vous avez la possibilité, de passer sur une solution SSD, ce qui vous permet d'avoir là pour le coup la rapidité maximum pour démarrer votre Windows. Voilà Tania, j'espère que j'ai répondu à votre question. Quant aux clés USB de stockage, on va dire, celles que tout le monde achète, celles que moi aussi j'achète, les performances ne sont pas très bonnes, donc c'est pas une bonne idée d'utiliser cette fonction, et il vaut mieux soit rajouter de la mémoire, soit ajouter un SSD comme je vous le disais. Voilà Tania. Alors Robert, rebonjour. Mon premier disque dur a 604 Go. Et comment vérifier que la sauvegarde contient comme type de fichier? Comme je vous le disais Robert, malheureusement je ne vais pas être en mesure de vous aider. Je ne sais pas si cette sauvegarde est consultable, je ne sais pas si... voilà, moi j'ai désactivé la sauvegarde sur mon Windows puisque je l'effectue avec Acronis. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Votre disque est à 604 Go. Donc 350 Go, ça me paraît une compression vraiment trop importante pour que ce soit juste ça. Alors je sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi vous dire. Là, je ne vais pas pouvoir vous donner un conseil pertinent par rapport à cette sauvegarde. Et même si vous pouviez la consulter, je pense que voilà, c'est une sauvegarde, c'est Microsoft qui a mis ça en place. Je pense pas que ce soit une sauvegarde qui soit consultable ou dans laquelle vous allez pouvoir extraire des fichiers. Peut-être que si, avec Acronis, je peux le faire maintenant, que je ne pouvais pas le faire avant. Donc peut-être que Windows a mis ça en place aussi.
Ben, je ne saurais pas, honnêtement, là, comme je vous disais, Robert, dès le départ, la sauvegarde Windows, c'est pas du tout ce que j'utilise, donc je ne peux pas vraiment, pas vraiment vous aider. Néanmoins, vous pouvez rechercher sur Google, voir si vous pourrez trouver des pistes par rapport à ce que vous recherchez. On pourrait rechercher un petit peu ensemble, puisqu'apparemment il n'y a pas d'autres questions. Pierre nous dit parfait Cédric, j'ai bien compris, merci, formidable Pierre. Donc on va essayer de regarder Robert s'il y a un certain nombre de choses qui sont disponibles, et après je répondrai à une question de Jean-Pierre qui était resté en suspens d'hier. Donc voilà. Alors comment est-ce qu'on peut je vais partager mon écran et puis on va faire ça en temps réel. Comme ça, eh bien, ça vous permettra de voir en plus des packs de d'habitude comment est-ce qu'on fait. Alors, donc là, on veut savoir des informations sur la sauvegarde de Windows 10. Alors, est-ce qu'on peut consulter sauvegarde de Windows 10 ? Donc, pour savoir si vous allez pouvoir regarder les fichiers qu'il y a dedans. Alors, sauvegarder ses données personnelles, donc ça c'est autre chose. Sauvegarder automatiquement ses documents, c'est autre chose. Sauvegarder vos données, c'est autre chose. Restauration système avec Windows 10. Créer une clé USB de récupération, donc on n'en est pas là. Comment sauvegarder vos fichiers sur un autre dispositif, les profils utilisateurs. Alors, consultez la sauvegarde de Windows 10. Alors là, on va pas avoir beaucoup d'informations. On va regarder sur le premier lien qui nous est donné, voir s'il y a quelque chose de pertinent. Alors, sauvegarder ces données avec Windows 10. Donc là, ok, vous venez de migrer ou de faire une installation propre de Windows 10, tout va bien. Donc, dans les meilleurs des mondes, si on se préoccupait à présent de sauvegarder vos données personnelles. Donc, oh là, ça il va y avoir beaucoup de choses. Alors, je regarde un petit peu les différentes captures d'écran pour savoir ce qui pourrait nous aider. Donc là, en fait, c'est plus le paramétrage, sauvegarder automatiquement des fichiers. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la sauvegarde, par exemple ? Donc, panneau de configuration, paramètres, pardon, mise à jour de sécurité, sauvegarde. Qu'est-ce qu'on a quand on va ici ? Alors, sauvegarder à l'aide de l'historique des fichiers, sauvegarder vos fichiers sur un autre lecteur, puis restaurer-les si les originaux sont perdus, endommagés ou supprimés. D'accord ? Rechercher une ancienne sauvegarde, accéder à l'outil de sauvegarde et restaurer. Donc c'est pas ça. Et qu'est-ce qu'on a dans plus d'options ? Voir les paramètres avancés, restaurer les fichiers à partir d'une sauvegarde en cours. Alors, l'historique des fichiers est désactivé. Donc ça, c'est autre chose. L'historique des fichiers, c'est vous avez la possibilité en fait d'activer cette fonctionnalité, je pense, et ça fait des sauvegardes un petit peu en temps réel sur un autre support. Et si vous supprimez par mégarde un fichier, un dossier ou ce genre de choses, eh bien, grâce à la sauvegarde, vous devriez pouvoir récupérer des fichiers. Alors peut-être que vous pouvez essayer par cet intermédiaire, Robert, de voir si récupération. Réinitialiser SP, c'est pas du tout démarrage avancé. C'est pas ça non plus. Alors peut-être que vous pouvez essayer, Robert, par cet intermédiaire. Peut-être que vous, ici, vous avez une sauvegarde et que vous allez pouvoir la consulter directement à partir d'ici pour voir eh bien, ce qui a été sauvegardé et ce qui n'a pas été sauvegardé. Et peut-être que vous avez deux sauvegardes distinctes. Peut-être que vous avez d'un côté la 500 Go qui est la sauvegarde de votre système et de l'autre côté 350 Go qui est la sauvegarde de vos documents. Bon, ça fait 800 au total alors que vous êtes censé avoir 600 et que c'est compressé, c'est pas tout à fait logique. Mais en tout cas, peut-être que vous, dans sauvegarde, vous aurez des options que moi je n'ai pas puisque je n'ai pas fait cette sauvegarde avec Windows. Et là, consultez les fichiers de... Je vais y arriver. Donc là, il n'y a pas vraiment de choses pertinentes qui sortent. Comment sauvegarder ces fichiers ? Alors, on va faire restaurer, puisque consulter, ça ne marche pas. On va faire restaurer, comme si on voulait restaurer les fichiers de sauvegarde de Windows 10. Et là, restaurer. Alors, restaurer la sauvegarde.
Donc l'objectif c'est d'affiner les recherches pour essayer de tomber sur des résultats qui seraient pertinents. Restaurer la sauvegarde de Windows 10. Là apparemment c'est pas... Alors, restauration système avec Windows 10. On va essayer de regarder celui de comment ça marche. Donc surtout lorsque vous faites une recherche, faites attention de ne pas aller n'importe où. Sur le site comment ça marche, il n'y a pas de souci. Sur les sites des constructeurs Packard Bell, Microsoft et il n'y a pas de souci. Après, bon, faites un peu attention. Alors, restauration du système avec Windows 10. Donc la procédure, allez dans propriétés du système, ouvrir le gestionnaire de tâches, clic droit sur ce PC, choisir les propriétés, sélectionner protection système. Alors ça c'est les restaurations, activer la protection. Alors ça c'est encore autre chose, c'est un point de restauration, ça n'a rien à voir avec la sauvegarde. On va pas trouver beaucoup d'informations. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, Robert, je vais m'arrêter là. Pendant la formation sur les sauvegardes, ça va justement me faire beaucoup de choses à faire et c'est très bien. Je vais pouvoir tester, c'est-à-dire que je ferai des tests avec mon ordinateur, avec les sauvegardes, voir quelle taille, voir tout ça. Bon, évidemment, la sauvegarde, c'est pas pour tout de suite, il vous faudra patienter. Là, il faudra éventuellement continuer de chercher, vous, de votre côté, pour tenter de trouver des informations sur Internet. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on va s'arrêter là, si vous voulez bien, Robert. Alors, Jean-Pierre, rebonjour, je vous transfère le mail de Monique Ventre après votre cours. D'accord, Jean-Pierre, merci beaucoup. Et je regarderai ça. Donc c'est très surprenant que ce soit arrivé sur votre adresse email, à moins que ce soit un transfert que Facebook ait fait pour les membres du groupe Facebook. Pour les gens qui sont encore inscrits sur ce groupe-là, vous pouvez vous désinscrire, même si j'ai supprimé l'utilisateur Monique, donc en théorie elle ne doit plus pouvoir. Monique a dû se faire pirater son compte, soit mail, soit Facebook, soit tout, et auquel cas, voilà, vous avez eu ce désagrément. J'espère que c'est ça, sinon, bon, il sera toujours temps de voir. Alors, Robert, merci. Dans ce cas, j'attends la formation de Acronis. Alors la formation de Acronis, c'est pareil, hein, c'est comme les sauvegardes, ça va pas arriver tout de suite. En revanche, ce que vous pouvez faire, Robert, si vous voulez, je vais essayer de vous montrer rapidement. Donc le logiciel Acronis doit être quelque part, puisqu'il est installé sur mon ordinateur. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il est pas là, c'est pas grave. Acronis, le voilà. Donc je vais faire un clic droit, je vais l'épingler sur l'écran de démarrage. Je vais le redimensionner. Ah oui, si je partage pas mon écran, voilà. Alors, Acronis, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Et on va regarder le prix en même temps. Donc, Acronis, je vais le lancer. Et on va regarder le prix d'Acronis. Alors, ce que j'aime bien avec Acronis, c'est que voilà, il est pas trop cher et c'est un très bon logiciel de sauvegarde qui va vous permettre de faire un grand nombre de choses, que ce soit des clones, que ce soit des sauvegardes de partitions, que ce soit des sauvegardes à la volée, tout pendant que votre ordinateur continue de fonctionner. Alors, je vais regarder le prix rapidement. Le logiciel s'appelle TrueImage. Et donc ici, donc la version 2017, ça vaut, voilà, achat en une fois, ça vaut 50 €, comme je vous disais à peu près. Et sinon, vous avez une offre d'un an pour 39 €. Moi, je vous conseillerais de l'acheter une fois. Ça, c'est les versions avec le cloud. Ou si vous voulez faire des économies, ah non, ça c'est l'abonnement sur 2 ans, pardon. Donc là, voilà. Soit moi je vous conseillerais de l'acheter sur une fois, c'est ce que j'ai fait. Moi là vous voyez j'ai la version 2014 et la version 2017 est sortie. La version 2014 continue de bien fonctionner, donc il n'y a pas de raison. Donc vous avez différents onglets qui se trouvent ici dans le logiciel. Je vais pas, évidemment je vais pas vous faire un tutoriel complet, mais en gros, vous avez la possibilité ici de sauvegarder votre système. Vous voyez, lorsque vous arrivez ici, vous arrivez sur cet onglet, donc sauvegarder votre système. J'espère que tout va pas se démarrer. Et là, vous allez avoir la possibilité de créer des nouvelles sauvegardes et de dire à quel endroit vous souhaitez que les sauvegardes se réalisent et à quelle fréquence. Et là, il va faire des sauvegardes automatiques. Et là, il faudra juste garder donc votre première sauvegarde. Donc moi, en théorie, mes sauvegardes, elles sont dans E, ici. Là, je dois avoir mes sauvegardes, voilà. Donc Windows 10, ça doit être ça, mes partitions. Et là,
le 2909, j'ai dû lui demander qu'il sauvegarde ça une fois par semaine. Et donc là, vous voyez, ma sauvegarde initiale fait 53 Go. Donc c'est celle dont je vous avais parlé. Et là, il fait des sauvegardes incrémentielles de 7 Go. Donc quand je vais avoir ma prochaine sauvegarde, je pourrai sauvegarder ma sauvegarde intermédiaire. Je ne garderai que la première et la dernière. Et là, à partir de là, il me semble d'ailleurs même que je peux double-cliquer dessus et voir les différents fichiers. Je dois avoir la possibilité de consulter les choses qui sont dedans et de les extraire si j'ai besoin de les récupérer, pardon, je vais y arriver. Et donc voilà, ça permet de faire des sauvegardes de façon assez précise. C'est assez simple d'utilisation. Là, quand vous allez dans sauvegarde et restauration, le deuxième onglet qui se trouve ici, vous pouvez faire soit une sauvegarde de partition, soit une sauvegarde de fichier, soit différents types de sauvegardes. Et c'est relativement bien expliqué, c'est en français et je suppose même qu'il y a une aide. Mais voilà, c'est tellement intuitif que moi j'ai réussi à m'en sortir sans avoir à regarder l'aide. Donc c'est un bon logiciel, c'est vrai que ça représente quand même 50 €, c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais pour faire des sauvegardes, voilà. En revanche, il vous faudra un support externe. Moi j'ai un disque dur en interne et je fais aussi des sauvegardes sur mon NAS, donc sur un support externe, et mon NAS je le sauvegarde lui aussi sur un disque qui n'est pas sur le réseau électrique. Donc tout ça, j'en parlerai bien évidemment plus en détail dans la formation sur les sauvegardes, mais voilà, il y a un certain nombre de procédures à mettre en place pour être sûr que vous ne perdrez pas vos données. Voilà, Robert, j'espère que ce mini tutoriel vous aura permis d'avancer un petit peu de votre côté. Alors, suite à ma question d'hier au sujet de la fonction sur les touches F1 et F12, une petite vidéo serait la bienvenue. Encore merci pour tous vos conseils. Je vous remercie Tania de me donner du travail. Donc de toute façon, la formation sur les touches de fonction, je vais pas la faire parce que c'est juste une petite vidéo qui explique voilà la touche F1, F2, F3, etc. Ce sont juste des raccourcis clavier. En revanche, je parlerai du clavier, c'est prévu dans la formation spéciale débutant réservée aux membres plus. Donc là, il y aura une formation un petit peu plus complète sur le clavier, comment utiliser des touches spéciales, etc., la touche FN, etc. Donc là, j'en reviendrai plus en détail à ce moment-là. Sachez juste que voilà, les touches de fonction, on peut certainement les programmer si vous souhaitez rajouter des raccourcis pour faire un certain nombre de choses, mais que sinon, il y a des fonctions par défaut, comme je vous disais, F1, ça doit être l'aide, F2, c'est renommer, F3, ça doit être la recherche, F5, c'est rafraîchir une page. C'est à peu près tout ce dont j'utilise, c'est à peu près tout ce que j'utilise. Voilà Tania. Alors, Pierre, j'ai aussi acheté Acronis True Image, j'ai fait mes sauvegardes. Je suis cependant impatient de la future vidéo explicative car impossible bien sûr de tester si je n'ai pas fait de bêtises. Alors Pierre, comme vous avez pu voir ce que j'ai montré à l'écran, par rapport à mes sauvegardes, en théorie, il faut quand vous avez fait votre sauvegarde True Image, donc moi ici ça s'est rangé dans le dossier que j'avais demandé. Ah, il y a d'autres sauvegardes ici, elles datent de quand ces sauvegardes ? Février, donc ça ce sont des anciennes sauvegardes quand il sauvegardait tous les jours, me semble-t-il. Ah, il sauvegardait même plusieurs fois par jour. Bon, c'est peut-être moi qui avais fait forcer des sauvegardes pour ne rien perdre. Alors, quoi qu'il en soit, donc mes sauvegardes, mes partitions, donc ça c'est les sauvegardes, on va dire entre guillemets relativement récentes. Je vais me mettre à refaire des sauvegardes quotidiennes parce que c'est vrai que j'ai à la fois de la place et en même temps, ce serait un peu embêtant que je perde une semaine de travail. Mais sachez que je stocke de moins en moins sur mon ordinateur. Il y a beaucoup de choses qui sont soit dans Dropbox, soit sur le Drive, soit sur mon NAS. Donc c'est vrai que j'essaye de faire en sorte que mon ordinateur devienne finalement juste un poste client et je vais chercher les choses sur mes différentes sauvegardes, qu'elles soient dans le cloud, donc sur les serveurs distants ou sur mon NAS.
Donc quoi qu'il en soit, ce que vous pouvez faire, Pierre, c'est quand vous faites une sauvegarde de partition, eh bien de vérifier que votre partition, lorsque vous avez fait votre sauvegarde, que les tailles sont à peu près en cohérence. Là vous voyez, comme on a vu tout à l'heure, je crois que mon disque fait 77 Go d'occupé et ma sauvegarde fait 53 Go. Donc là c'est à peu près cohérent, c'est-à-dire que comme je l'expliquais, il y a un principe de compression qui se fait lorsque la sauvegarde de la partition se fait, et donc elle est un petit peu moins lourde. Donc ça c'est cohérent, ce chiffre-là. Et après, donc ça, ce sont des sauvegardes incrémentielles. D'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais je le vois maintenant. Vous voyez ici, on a mes partitions full, c'est-à-dire que voilà, elle est pleine. Et ensuite, on a INC qui veut dire incrémentiel, c'est-à-dire qu'il ne va prendre que la différence qu'il y a eu entre le 22.9 et le 29.9. Il n'a pas re-sauvegardé l'intégralité, il ne fait que des sauvegardes différentielles. Donc dans ce cas-là, eh bien, ce que je disais tout à l'heure à Roger n'est pas forcément vrai s'il fait de l'incrémentiel. Gardez toutes vos sauvegardes si vous voyez que la taille diminue. Voilà, Pierre, vous avez aussi ce que j'ai montré tout à l'heure. Je pense pas que je ferai un tutoriel spécifique sur Acronis pour la bonne et simple raison que je vais garder tout ça pour la formation sur les sauvegardes, parce que sinon si je commence à faire des petites vidéos à droite à gauche, voilà, j'ai d'autres vidéos à faire, et en plus voilà, on va réserver ça dans les temps où ça doit être fait. Mais bon, vous voyez à peu près dans les grandes lignes si vous vous êtes trompé avec les comparaisons de taille de fichiers, et voilà. Alors, je l'ai envoyé le mail effectivement, on parle de Facebook. Ah, bien Jean-Pierre, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire concrètement que votre adresse n'a pas été récupérée, donc voilà, c'est très bien. Si c'est un mail de Facebook que vous avez reçu par rapport à ça, c'est certainement une notification en fait, parce que eh bien, Monique a posté dans le groupe de Facebook, et auquel cas, eh bien, c'est arrivé sur votre adresse. Bon, je dis pas que c'est pas un vrai problème en soi, dans le sens où c'est pénible, voilà, que les gens se fassent pirater leur compte, mais ça ne veut en aucun cas dire que vos adresses ont circulé quelque part. Et c'est ce qui était le plus important pour moi, que quelqu'un ait pu récupérer les adresses, voilà. Parce que je fais en sorte évidemment que personne puisse récupérer votre adresse à part moi, et également voilà. Mais il y a toujours des gens qui sont malins, qui trouvent des failles pour trouver les adresses email et qui continuent d'envoyer. En tout cas voilà, c'est beaucoup plus rassurant, c'est juste une notification de Facebook que vous avez eue parce que Monique a posté sur le groupe Facebook. Donc ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est vous désinstaller de vous enlever de ce groupe Facebook. Je l'ai laissé pour l'instant, mais honnêtement, comme je n'y vais plus du tout, voilà, c'est mieux qu'on passe par le forum, c'est beaucoup plus sécurisé, c'est beaucoup plus peut-être un peu moins pratique pour certaines choses et plus pratique pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle. Merci Jean-Pierre pour ce retour. Alors Gabriel, bonjour Cédric, j'ai la même chose sur Facebook comme Jean-Pierre. Ben voilà, vous avez l'explication. Monique s'est fait pirater son compte, certainement son compte mail ou son compte Facebook, et comme Monique avait accès bien, à ce groupe privé et qu'elle a mis ce message-là, et bien voilà, ça vous a envoyé un mail de notification, mais rien à voir avec votre adresse email. Cédric, cela fait 10 minutes que ton écran est fixe. Je préviens un peu en retard. Alors, là j'ai l'impression que ça continue de fonctionner. J'espère que voilà, si quelqu'un a aussi ce souci, qu'il se manifeste, mais si personne n'a ce souci, pas la peine de vous manifester. Soit c'est un souci avec votre bande passante, Pierre, parce que j'ai l'impression que moi, le direct a continué de fonctionner. Je regarde si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et là, ça a l'air, lorsque je regarde sur l'écran de contrôle, ça a l'air d'être OK. Donc bon, on va continuer. Si toutefois ça ne fonctionne plus, si l'écran est fixe chez vous, vous pouvez faire F5 sur votre clavier, Pierre. Et ça nous permet d'introduire cette petite fonction pour Tania. F5 qui est donc la touche rafraîchir qui va faire en sorte de recharger la page et donc de recharger la vidéo lorsque vous allez recliquer sur play, et en théorie tout devrait être bon. Parce que là je vois que ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez vous. Au pire évidemment il y aura les retransmissions. Alors cela se trouve sur FIAC. Alors, FIAC étant certainement le groupe de Facebook. Mais Jean-Pierre va me transférer le mail, donc je pense que voilà, on sera un peu plus fixé.
Alors, il n'y a plus vraiment de questions. Je vais remonter sur tout en haut pour essayer de répondre à la question de Jean-Pierre qui nous demandait hier. Je pense que c'est une des questions que j'ai ratées hier et comme il n'est pas présent aujourd'hui, je vais essayer de répondre aujourd'hui. Bonjour Cédric. Alors, Cédric, ça ira, mais pas de problème si vous êtes trompé, Jean-Pierre. Je voudrais nettoyer mon PC portable, mon portable à fond. J'ai déjà tous vos CD, quelle est la procédure? Elle la même. Est-ce que la procédure est la même? Merci à vous. Alors là, c'est dommage que Jean-Pierre ne puisse pas être là pour apporter des précisions parce que je ne sais pas du tout ce que Jean-Pierre veut dire. Est-ce que c'est le nettoyage de la partie logicielle ou le nettoyage de la partie matérielle? Ce sont deux choses évidemment distinctes. Alors, je vais brièvement répondre à la partie logicielle et prendre un petit peu plus de temps pour la partie matérielle. Donc, la partie logicielle, c'est simple. Ok, Pierre, super que ça fonctionne. Donc, la partie logicielle, c'est relativement simple. Le mieux pour nettoyer son ordinateur, c'est de faire une réinstallation. Bon, ça, c'est une petite blague entre guillemets, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux pour nettoyer son ordinateur que de faire une réinstallation. Une réinstallation dans les règles de l'art, c'est-à-dire pas une restauration d'usine, mais une réinstallation avec l'installation du CD de Windows. Alors, c'est pas toujours donné à tout le monde quant aux manipulations techniques. Dans ce cas-là, si vous avez peur de vous lancer dans la réinstallation, parce que c'est vrai que quand c'est son PC principal, on appréhende toujours un peu, est-ce qu'on a bien sauvegardé toutes ces données, est-ce qu'on va pouvoir réinstaller tous ces logiciels, est-ce qu'on a bien les licences de tout, etc. Voilà. Si on se pose toutes ces questions et que les réponses sont je sais pas, en effet, il vaut mieux pas se lancer dans une réinstallation. Après, si donc vous avez votre ordinateur et qui présente des signes de dysfonctionnement, on va dire logiciel, c'est-à-dire comme nous le disait, je ne sais plus qui, j'ai lu aussi ça dans les questions d'hier auxquelles j'avais pas pu répondre, qu'il a une personne qui avait des publicités intempestives. Quand il cliquait à un endroit, ça ouvrait d'autres fenêtres, etc. Donc là, c'est que clairement, la personne donc en question ou vous avez été infecté par des logiciels malveillants et donc votre ordinateur est pollué. Dans ce cas-là, en tant que membre plus, ou même d'ailleurs en tant que membre actif, vous allez avoir la possibilité d'accéder donc depuis votre espace membre. Vous aurez accès aux différentes formations qui vont vous permettre de nettoyer votre ordinateur. Donc, si vous avez, je vais partager mon écran, si vous avez des pages de publicité dans tous les sens qui s'ouvrent quand vous cliquez sur des liens alors que vous n'êtes pas censé arriver sur ce lien. Si par exemple sur mon site, ça c'est un très bon exemple, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé ce message un jour et j'étais inquiet, je me disais que se passe-t-il et en fait... elle me disait, oui, c'est scandaleux, sur votre site, il y a de la publicité partout, j'ai des pages de publicité qui s'ouvrent, etc. En fait, ce n'est pas sur mon site, c'est sur son ordinateur. Parce que comme vous pouvez le voir, eh bien sur mon site, il n'y a pas de publicité. Enfin, je fais parfois de la publicité pour mes produits, ce qui est normal. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de publicité. Quand vous allez cliquer ici sur « J'accède à ma formation », il n'y a pas des pages de publicité qui s'ouvrent partout, il n'y a pas des bandeaux de pub, etc. Si vous avez ça en venant sur mon site, c'est que votre ordinateur est infecté. Et auquel cas, lorsque vous allez vous rendre dans un PC rapide et sain, vous allez avoir la possibilité de nettoyer votre ordinateur de toutes ces choses. Donc ça se passe en deux phases, enfin ça se passe pas en deux phases, il y a deux possibilités pour vous de nettoyer votre ordinateur. Vous pouvez consulter le guide qui se trouve ici, donc vous cliquez sur j'accède à mon guide pratique et ça vous permettra d'accéder au guide qui fait 50 pages qui vous explique les différentes étapes pour pouvoir nettoyer votre ordinateur. Et vous avez également en complément des vidéos que j'ai tournées pour les 4 étapes dont je parle dans le guide. Ce guide que nous avions réalisé avec Benoît, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour. Je mets à jour bien évidemment les logiciels de nettoyage le plus souvent possible. Là vous voyez le 3 octobre 2016, on est le 4. Je les ai mis à jour hier. Donc ça je les mets à jour le plus souvent possible pour que vous ayez les dernières versions de logiciels en cliquant ici sur télécharger le pack des logiciels. Mais en revanche, voilà, le guide, ça fait un petit peu longtemps que je ne l'ai pas mis, mais la procédure reste la même. C'est-à-dire qu'il va falloir nettoyer votre ordinateur. Donc, première étape, désinstaller les logiciels parasites. Ensuite, nettoyer votre système en profondeur avec les logiciels. Vérifier que vos navigateurs n'ont pas été infectés. Supprimer les fichiers de traçage, etc., etc. Donc, c'est un guide très complet avec les vidéos, avec tout ça. Donc, il faut être membre actif
ou membre plus, pardon, je vais y arriver, pour pouvoir accéder à ce guide. Mais en tout cas, c'est un guide qui est très pratique et qui vous permettra de nettoyer tout ça. Je suis en train de regarder, d'ailleurs j'ai rajouté ça par la suite, enfin il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, donc pour avoir accès à ce guide, vous avez le niveau de membre nécessaire. Donc ici, soit il faut être membre actif, soit il faut être membre plus, soit il faut être membre S1. Donc ça, membre S1, S2, S3, S4, S5, c'est des niveaux de membres qui ne sont pas encore ajoutés, mais que je vais ajouter bientôt. Et quoi qu'il arrive, voilà, vous avez besoin de ce niveau de membre pour pouvoir y accéder. Donc vous cliquez sur niveau de membre nécessaire, vous allez être redirigé vers une page qui vous explique quel niveau de membre, combien ça coûte et quelle formation vous avez droit. Donc là, en tant que membre actif, vous allez avoir droit à toutes ces formations-là, dont le guide Un PC rapide et sain. Voilà, donc ça c'est pour la partie logicielle. Grâce à ce guide-là, vous allez retrouver un PC rapide et sain. C'est vraiment une formation qui a été faite pour nettoyer votre ordinateur. Ça, c'est pour la partie logicielle. Ensuite, pour la partie pratique, dans la formation Mon PC toujours au top, donc pareil, il faut être soit membre S1, soit membre actif, soit membre plus pour pouvoir y accéder. Mais à partir de là, eh bien, vous allez avoir, j'accède à ma formation en ligne, je ne sais plus quelle est la vidéo, donc dans la version haute définition, je ne sais plus dans quelle vidéo, on parle du nettoyage de l'ordinateur. Mais donc il y a deux nettoyages. Pour les ordinateurs fixes, où là on est allé un petit peu plus loin parce que c'est beaucoup plus simple d'ouvrir le boîtier latéral d'un ordinateur fixe, et auquel cas, voilà, on montre dans la vidéo en question, je ne sais plus, nettoyer votre ordinateur, le nettoyage physique de votre ordinateur, voilà, ça doit être ici. Alors, le nettoyage physique de votre ordinateur. Et là, donc il me semble qu'il y a une vidéo. Voilà. Donc il y a une vidéo qui vous montre comment nettoyer votre ordinateur avec l'aspirateur, la bombe à air, etc. Et là, on montre dans cette vidéo également un premier niveau de nettoyage pour les ordinateurs portables. Apparemment, Jean-Pierre, vous êtes sur un ordinateur portable. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire comme chaque ordinateur est différent pour le démonter, on ne peut pas montrer l'intégralité d'un démontage d'un ordinateur, puisque c'est différent sur chaque ordinateur. Donc là, on montre un premier nettoyage qui consiste à nettoyer les ventilateurs dans les grandes lignes. Mais vous ne ferez pas un nettoyage très complet, enfin le plus complet comme on le montre sur le PC fixe, parce que c'est vraiment en fonction de votre ordinateur. Donc pour ce faire, il vous faudra plutôt vous rendre sur un site qui s'appelle iFixit, et qui vous permet de vous montrer comment est-ce qu'on démonte un ordinateur. Si vous voulez vraiment vous lancer dans le nettoyage complet de votre ordinateur, vous cliquez ici, vous choisissez le modèle en question, et si ils ont fait un tutoriel, ils vous montreront comment démonter votre ordinateur. Et à partir de là, comment accéder au ventilateur, au radiateur, là où la poussière aurait pu s'insérer, comme je vous le montrais dans le demande à Cédric d'hier. Donc, par rapport à tout ça, eh bien, vous aurez la possibilité de nettoyer en profondeur votre ordinateur, à la fois sur la partie logicielle et à la fois sur la partie matérielle. Si toutefois vous vous lancez dans la partie matérielle, soyez très vigilant sur toutes les manipulations que vous allez faire. Pensez à prendre des outils adéquats, parce que si vous abîmez les vis, si vous abîmez ce genre de choses, des outils en plastique qui vous permettront de déclipser les choses qui ne sont pas forcément évidentes à déclipser. Mais en tout cas, voilà, c'est une aventure. Faites attention lorsque vous allez débrancher les nappes, la nappe du clavier, la nappe des lecteurs, ces différentes choses, parce que ce sont des choses vraiment très fragiles, c'est très très fin, et il faut le déclipser dans la plupart des cas pour pouvoir le sortir. Donc faites attention à tout ça, Jean-Pierre. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible par rapport à ça. Évidemment, c'est pas toujours évident Évidemment, c'est pas toujours facile de se lancer ou même de se dire qu'on va le faire. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais pas faire. Démonter un ordinateur fixe, vous avez pu le voir dans la formation monter son ordinateur, ça ne me dérange pas du tout. Monter, démonter, je l'ai fait plusieurs fois, enfin des centaines de fois. Mais voilà, les ordinateurs portables, j'aimais pas trop ça. Je laissais plutôt ça à Benoît, j'allais dans son magasin et je lui laissais plutôt ça parce que lui, c'est le spécialiste. Mais voilà, moi, j'aimais pas trop ça. Je l'ai fait une fois dans son intégralité. J'ai tout démonté le PC d'une cliente et j'ai tout remonté, tout a bien fonctionné, j'ai fait très attention à tout, mais ça m'a pris 1h30 démontage-remontage.
Voilà, il faut que vous ayez du temps devant vous et il faut que vous soyez méthodique parce que quand vous allez enlever les vis derrière le panneau, elles ne font pas toutes la même taille, donc il faut que vous repériez l'endroit où elles sont positionnées pour quand vous allez remonter. Et faites attention que quand vous allez aspirer, de ne pas aspirer les vis ou de faire bouger tout ce que vous aurez mis en place. Allez Jean-Pierre, on va s'arrêter là. Et d'ailleurs, on va s'arrêter là puisque c'est la fin. Je vais regarder si c'est bon. Pierre, ok, avec F5 ça a fonctionné, super, bonne nouvelle. Et Jean-Pierre, où retrouver le petit logiciel clavier qui est très efficace? Où retrouver le petit logiciel clavier plus qui est très efficace? Alors, je ne sais pas ce que c'est que clavier plus. Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré à Windows? Sinon, vous pouvez taper clavier plus dans Google pour voir si éventuellement ça n'a pas l'air d'être un logiciel. Alors, télécharger clavier plus. Bon, je ne vais pas télécharger. Alors, je vais faire télécharger clavier plus, mais je ne vais pas aller sur le site de 01net. Télécharger clavier plus. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien vers comment ça marche? Voilà. Si vous devez télécharger des choses, allez plutôt sur le site comment ça marche. C'est à peu près les seuls qui n'ont pas passé des accords avec des logiciels sponsorisés. Donc voilà, clavier plus, ça ressemble à ça. J'ai pas partagé mon écran évidemment. Donc vous allez sur Google, vous mettez télécharger clavier plus et vous le récupérez sur le 5e lien. Enfin, ce sera peut-être pas le 5e lien chez vous, mais en tout cas sur comment ça marche.net. Voilà, ici, vous arrivez sur le site de comment ça marche.net. Et je ne sais pas ce que j'ai fait pour ne plus avoir j'ai dû cliquer quelque part. Alors, clavier plus, voilà, c'est certainement un logiciel qui permet de raccourcir. Clavier plus est un logiciel qui donne la possibilité à l'utilisateur de créer des raccourcis avec son clavier. Voilà, c'est certainement, il y a peut-être Ariane qui nous avait donné ce truc et astuce sur le forum, ou peut-être pas d'ailleurs. En tout cas, Jean-Pierre, vous avez votre réponse pour récupérer ce logiciel clavier plus. Apparemment, il est compatible avec Windows 10, il est en français, il est compatible avec Windows 7, 8, donc ça a l'air d'être un logiciel impeccable si vous voulez utiliser des raccourcis clavier. Voilà, allez, on a fait le tour, il est 16h05, ce Demande à Cédric numéro 23 est terminé, on va avoir rendez-vous demain. Demain, est-ce que ce sera de 14 à 15? Non, je ne crois pas, ça va peut-être être de 11 à 12 demain, on va regarder ça. Donc je me rends dans mon espace membre, il va falloir que je me connecte, mais je suis déjà connecté, donc c'est parfait. Je vais aller dans les demandes à Cédric. Et là, je ne sais pas si vous aviez vu, en tant que membre plus, j'ai un petit peu réorganisé les choses, c'est-à-dire que j'ai mis le bandeau jaune dans lequel vous pouvez accéder aux demandes à Cédric directement, directement ici en dessous, comme ça vous pouvez le voir en premier lieu, et en dessous j'ai rajouté la vidéo pour le mode d'emploi pour pouvoir poser vos questions, et le calendrier de la saison 3. Donc nous serons le 5e jour déjà demain. C'était quand le premier jour? C'était samedi? Samedi, dimanche, lundi, mardi, demain nous serons déjà le 5e jour, et oui ça passe à une vitesse incroyable. Donc demain c'est de 11 à 12, et comme j'ai pas partagé mon écran, vous pouvez pas voir de quoi je parlais. Donc comme je vous disais, donc dans le demande à Cédric qui est ici, lorsque vous allez sur l'accueil de votre espace membre et que vous choisissez demande à Cédric, vous arrivez ici, donc j'ai fait en sorte que le bandeau jaune qui est lui le plus important, c'est-à-dire la date du prochain rendez-vous et la possibilité de cliquer soit en haut, et en dessous j'ai mis la vidéo d'aide dont je parlais et le calendrier pour les demandes à Cédric à venir. Et en dessous, évidemment, les retransmissions et quand vous cliquez dessus, les retranscriptions lorsqu'elles sont disponibles. Donc demain, nous sommes le 5e jour du mois, et oui, nous serons mercredi 5. Mercredi 5, c'est ça. Donc ce sera de 11 à 12. Donc je vous dis, eh bien, évidemment, à demain, demain, 11h. Allez, merci d'avoir suivi ce Demande à Cédric, et à demain. Merci, au revoir.